J'ai le plaisir d'interviewer aujourd'hui Fabienne Leloup qui a publié récemment un roman intitulé Corps fantôme chez Ramsay. Voici. Fabienne Leloup est agrégée de lettres, elle est professeure à l'école Boulle à Paris. Elle est romancière, elle est nouvelliste et elle publie depuis une vingtaine d'années dans ce domaine. J'ai profité d'un passage à Paris pour l'interviewer donc sur son roman. Et la première question que je vais te poser, Fabienne, est celle de l'intrigue. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots, en ne dévoilant pas trop de choses, puisque l'objectif de cet entretien est de donner l'envie à des lectrices et à des lecteurs de te lire, de nous expliquer un petit peu la trame de ton roman. Bonjour Jean-Michel. L'intrigue est simple, c'est l'histoire en parallèle d'un jeune homme qui s'appelle Rachid et de sa sœur qui s'appelle Yara. Le frère est quelqu'un qui ne sait pas trop quoi faire de sa vie, alors que sa sœur est quelqu'un de très déterminé et c'est une sorte d'interrogation narrative sur le sens qu'on doit donner à sa vie, les choix qui peuvent aussi porter à conséquence. Merci beaucoup. Alors, on va entrer directement dans le cœur du sujet. Et la première question, tu n'as pas reculé ta chaise entre-temps? Non, c'est une question que je pose. Alors, une question essentielle au début, dans le cadre de cet entretien, est de savoir d'où te vient cet intérêt pour un sujet particulier dont le cadre est celui des maisons de retraite. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quelle est la genèse de ton œuvre? Si j'ai bien compris, elle remonte assez loin. Et tu nous diras un petit peu chez quel éditeur il était prévu d'ailleurs que ce roman paraisse, et nous expliquer un petit peu la structure de ton roman. Alors l'idée m'est venue dans les années 2000, parce que tout simplement ma grand-mère, qui d'ailleurs fait partie de Corps fantôme, qui s'appelle Henriette dans le roman, et c'était son vrai prénom, était en maison de retraite, dans une maison de retraite assez luxueuse, à Angers, en France, dans l'Ouest. Et donc j'ai été très marquée, je pense, par mes visites dans cette maison de retraite. Et j'ai voulu écrire sur ce sujet qui était moins prégnant à l'époque, on parlait beaucoup moins des maisons de retraite. Et donc j'avais commencé des fragments narratifs et poétiques sur le thème, et j'avais été contactée par une directrice littéraire de chez Stock, qui m'avait dit c'est intéressant, mais il faudrait quand même plus de matière romanesque. Et puis c'était resté en suspens parce que à l'époque, j'étais très prise sur le plan professionnel et puis donc je me disais il faut absolument que je trouve une façon d'aborder le sujet qui ne fasse pas peur, mais qui intéresse vraiment les gens à ce sujet qui me paraissait essentiel. Merci. Alors, avant de te poser des questions sur la nature du roman lui-même, je voudrais que tu nous présentes les personnages principaux. Oui, alors donc il y a Rachid, qui est un jeune homme ordinaire qui souffre du fait qu'il est ordinaire. Il vient d'un milieu modeste, bon, il est d'origine maghrébine, mais c'est pas vraiment un facteur déterminant. Il habite le 19e, à Paris. Sa sœur Yara, qui est une belle jeune femme, qui elle, en fait, vraiment a envie de s'en sortir, qui a envie de quitter le 19e et sa vie, je dirais, là, de maghrébine, où finalement elle aide à la maison, et elle n'a pas une vie sociale qui l'intéresse, elle a vraiment envie de faire autre chose de sa vie. Ensuite, il y a Hermine de la Vallée, qui est une aristocrate bretonne excentrique, qui est une très belle femme âgée, qui a un don de communication avec les morts. Et puis, il y a tous les personnages
font partie de la maison de retraite, qui sont un peu déjantés. Et la fameuse directrice aussi de la maison de retraite, qui correspond, je dirais, c'est un profil de cadre supérieur qui se retrouve en train de manager une maison de retraite comme elle managerait une entreprise. C'est gentil. Maintenant, on arrive au fond du problème, c'est-à-dire, enfin, ce qui m'a en tout cas personnellement intéressé, c'est la nature du roman. Je trouvais que cette nature était triple. Il s'agit à la fois d'un roman sociologique, d'un roman fantastique et d'un roman initiatique. Peut-être, est-ce que pourrais-tu illustrer ces différents aspects en commençant justement peut-être par celui qui est peut-être le moins intéressant du point de vue narratif, qui est celui du roman sociologique. Alors, le roman sociologique, comme je l'ai déjà dit, c'est deux jeunes gens qui ont la vingtaine, qui se retrouvent confrontés un petit peu au problème du travail. Rachid, il n'a pas de qualification puisqu'il a quitté l'école, donc il sait que ce qui l'attend, c'est Pôle emploi. Et sa sœur, Yara, au contraire, elle veut faire des études, et elle fera des études d'infirmière. Et c'est quelqu'un en fait qui, elle, croit en la République et croit en l'ascenseur social qui va fonctionner puisque, comme je le disais, c'est quelqu'un de très déterminé et qui a décidé finalement de consacrer sa vie aux autres. Alors l'aspect sociologique, c'est qu'évidemment c'est pas rose non plus pour elle puisqu'elle va travailler aux urgences, donc on voit un peu l'hôpital et ses dysfonctionnements, les relations entre les collègues sont difficiles. Les patients, en fait, c'est lourd pour elle. Ce qui va l'amener à se dire, j'ai envie de changer, pourquoi j'irais pas travailler dans une maison de retraite? Et ça va être évidemment aussi un peu de Charybde en Scylla. Donc ça, c'est pour l'aspect sociologique. Ensuite, alors l'aspect initiatique. Oui. Il y a un personnage donc Rachid, quelque part, qui va rechercher une forme d'initiation, puisque il va en fait être adoubé, entre guillemets, par un faux imam, donc qui recherche quelque chose d'autre, mais justement il ne va pas réussir, je dirais, à sortir de sa caverne, ni au propre, ni au figuré. Alors que Yara alors dans le roman, elle est cataphile, elle a une passion d'explorer les souterrains, les grottes, les catacombes. Donc ça, c'est le côté concret, et sur le plan symbolique, c'est quelqu'un qui va chercher justement à sortir de sa caverne de Platon, et à essayer de voir que finalement on a des perceptions limitées et que peut-être il y a quelque chose d'autre qui nous entoure. Et dans les deux cas aussi, c'est pour ça que je pensais à roman initiatique, dans les deux cas, il y a un maître, au masculin ou au féminin, à la fois du côté de Rachid et du côté d'autre part de Yara, maîtres qui ont des fonctions très, très différentes. Ça renvoie même d'une certaine manière, je dirais même à l'opéra de Mozart, la flûte enchantée, parce qu'on pense à la Reine de la Nuit et les Arastro de l'autre côté, qui représentent les forces du bien et les forces du mal. Et il y a ce rapport initiatique, parce qu'il y a quand même une transmission maléfique dans un cas, et dans l'autre cas, qui est la transmission véritablement d'une mission. Donc, quelque part, l'un et l'autre sont adoubés un petit peu comme étant des missionnaires, avec le résultat que tu viens d'évoquer, c'est que l'obscurité n'a pas la même fonction dans les deux cas, puisque dans le cas de Yara, il s'agit d'accéder à la lumière. Mais il y a quand même un certain nombre d'épreuves qui m'ont paru apparaître, parce que, je dirais, du côté de Rachid, on imagine que ça passe par l'assassinat. On peut imaginer que ça passe également par une sorte d'épreuve du feu, c'est-à-dire un attentat, une explosion. Tandis que du côté de Yara, il y a l'épreuve de la terre, il y a l'épreuve de l'air à un moment donné, puisqu'il y a dans le souterrain l'air qui vient pour oxygéner, mais qui semble annoncer justement cet accès
à la lumière. La lecture que moi j'en ai faite, te semble-t-elle tout à fait personnelle en ce qui me concerne, ou penses-tu qu'au moins sur le plan inconscient, il y avait peut-être quelque chose de cela chez toi, même si ça ne participait pas d'un projet de type rationnel au moment où tu as conçu cette histoire? C'est une question que je te pose. Non, mais c'est intéressant, oui, parce qu'effectivement... Parce que c'est ma lecture, hein, c'est ma lecture. Je ne dis pas que c'est ton projet d'écriture. Effectivement, ça apporte un autre éclairage. Effectivement, Shahryar est le faux imam, oui. Donc va finalement... va apporter finalement le mal, dans le sens où il le pousse au meurtre. Et Rachid finalement va l'écouter, parce qu'il y a aussi cette idée de se prouver sa virilité par la force, alors que sa sœur Yara, elle, est sensible à un idéal, à quelque chose d'autre, mais qui renforce son besoin d'aller vers les autres, son besoin de compassion, son besoin de lumière, effectivement. Et Hermine de la Vallée, c'est un personnage qui est éminemment positif. Même si elle peut faire peur, parce que c'est quelqu'un qui, donc, comme je disais, a un don de communication avec les morts, qui perçoit en fait ce que ne perçoivent pas les autres. Donc c'est vrai qu'elle est dérangeante. Dans la maison de retraite, elle passe un peu pour la sorcière. Mais alors, ce qui frappe aussi, c'est quand même que d'un côté, c'est un univers plutôt masculin, puisqu'il y a un imam, et Rachid est quand même un homme, et de l'autre côté, il y a Hermine, et puis il y a Yara. Donc c'est comme, il y a aussi ce côté, non pas manichéen, mais d'un côté, le bien se situe plutôt du côté des femmes, et le mal se situe plutôt du côté des hommes. À nouveau, je dis cela dans la lecture que moi j'en ai faite, mais qu'est-ce que ça évoque chez toi comme réaction, le fait qu'un lecteur quelconque, puisque je ne suis pas critique littéraire, ait pu vivre les choses de cette manière? Alors après, non, je pense que c'est pas manichéen, parce que dans l'univers des maisons de retraite, oui, que j'appelle la Trinité, il y a des hommes et des femmes. Il y a des hommes et des femmes. Et on s'aperçoit que la cruauté, elle est aussi très féminine. Oui. Puisque la directrice de la maison de retraite, finalement, elle n'aime pas du tout les personnes âgées. En fait, elle fait ce travail comme une gestionnaire. Et qu'on voit aussi que certaines femmes pensionnaires pardon, oui, tout à fait. sont cruelles et sont méchantes. Tout à fait. Mais ce que je voulais dire ici, c'est que... Je dirais que la brutalité est du côté masculin et la cruauté peut être aussi du côté féminin. Voilà. Ça correspond d'ailleurs à une discussion que nous avions hors caméra tout à l'heure. Simplement, je veux dire que le processus initiatique par le mal ou par le bien se fait entre un maître masculin et un disciple masculin, et d'autre côté entre une femme qui est le maître et d'autre part une disciple féminine. Je parlais de ces deux généalogies-là, je ne parlais pas de l'ensemble des personnages qui se situent dans le roman. C'est une question que je pose. Mais effectivement, c'est parce que comme en fait je voulais montrer un personnage qui allait se radicaliser, c'était évident que le faux imam, il ne pouvait pas être une femme. Il existe des rabbins féminins, en fait, mais à ma connaissance, je ne connais pas d'imam féminin. Non, d'accord. Voilà. Donc là, c'est vrai que la question ne se posait pas. Pour nuancer les choses, je pense que le personnage de Rachid souffre de l'absence du père. Le père, finalement, n'est pas présent dans le roman. Comme, je dirais, dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de jeunes, en fait, qui sont sans repère au sens psychanalytique du terme. C'est ça. Voilà. Après, pourquoi le choix d'un personnage féminin comme femme initiatrice, donc Hermine de la Vallée par rapport à Yara, je pense que c'est parce qu'elle est bretonne et que j'ai imaginé mon personnage un peu dans cette lignée en fait de guérisseuse, de celle après qu'on a pris pour des sorcières, et que cette femme n'a pas d'enfant, et donc elle se cherche en fait une fille spirituelle. Effectivement, ça aurait pu être un homme, mais comme en fait c'était lié aussi à l'univers de la maison de retraite et que c'est comme un univers malgré tout très féminin, c'est vrai que le personnage d'Hermine, il m'est apparu inconsciemment en fait comme un personnage féminin. Mais il n'y avait pas de volonté de ma part de dire qu'il y avait le bien. Ça aurait pu être un guérisseur masculin contre le féminin, c'est ça. Non. C'est incarné par des hommes et des femmes, mais voilà, il ne faut pas confondre. Non, il y a en fait simplement il y a un trajet double. C'est pas un roman genré de ce point de vue-là. C'est un trajet double, un frère et une sœur. Mais c'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas d'antagonisme masculin. C'est une cellule familiale quand même, parce que c'est quand même un frère et une sœur. C'est pas deux histoires entre, je sais pas, entre un amant et son amante.
même s'il y a un homme qui intervient quand même et qui est amoureux de Yara, sauf erreur de ma part. Oui, mais c'est vrai que c'est pas du tout le thème dominant. C'est vraiment pas le thème. Non. Mais ça aurait pu être deux histoires entre l'amant et l'amante. Ici, c'est un frère et une sœur. C'est pas un rapport social qui est quelconque, puisqu'il est lié à la cellule familiale. C'est ça que je voulais dire. Oui, tout à fait, ouais. C'est ça mais effectivement, l'amour n'est pas du tout un... Non. Ce sera le thème du prochain livre, mais le je suis pas celui-là. Là, livre. c'est pas l'amour, en fait, qui est le thème dominant. Voilà. Mais sauf l'amour fille, en fait, l'amour entre le frère et la sœur, parce que quand même, Yara aime son frère, au point qu'elle essaiera toujours quand même de le protéger, ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs dans l'autre sens. C'est ça. Alors, je vais poursuivre un petit peu. Le troisième aspect, c'est romans également fantastiques, et ça paraît quand même... Je termine avec celui-là, parce que c'est peut-être le plus important aussi, c'est qu'on est vraiment dans un univers où il y a des choses tout à fait improbables qui se passent, et où il y a une distance par rapport à notre réel du quotidien. Voilà, et est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu cet aspect fantastique? Volontairement, je ne vais pas plus loin, parce que je préfère que ce soit toi qui t'exprime à ce sujet. Alors, le genre fantastique, pour moi, ça a toujours été un matériau très important, parce que pour moi, c'est un outil philosophique. Ça permet d'aborder les grandes questions liées à l'inconscient, Eros, Thanatos, pour simplifier. Donc ici, évidemment, c'est beaucoup plus Thanatos qu'Eros, comme vous l'avez compris. Et en même temps, je pense qu'il faut... faire attention à ce terme fantastique qui a été souvent abîmé, je dirais, parce que c'est un mot qu'on emploie un peu à tout propos. Hein. Tout à fait. Donc mon fantastique à moi, c'est plus finalement un fantastique du côté d'Edgar Poe, de l'étrange, voilà. Du réflexif. Oui, les histoires extraordinaires. C'est oui, pas tout à fait, en fait Edgar du Poe, tout sanglant, gore, etc. Non, voilà, pas du tout. Je cherche pas l'horreur, je cherche plutôt à faire réfléchir le lecteur. C'est ça. Et puis je dirais aussi que j'ai été très marquée aussi évidemment par mes lectures, parce que je pense que quelqu'un qui écrit lit forcément aussi. Oui, ben c'était une question que j'allais te poser d'ailleurs. Donc il y a forcément cette idée en fait que Tout à fait. on est dans un univers comme qui est en pleine mutation, que le fantastique au 19e siècle, c'est pas du tout le fantastique au 21e siècle. Je pense qu'il y a beaucoup d'interrogations maintenant avec la physique quantique, avec les trous noirs, sur la conscience, sur la survie de la conscience, comment définir la conscience, et puis tout simplement la réalité. Finalement, qu'est-ce que la réalité? C'est ça. Pourquoi je t'ai demandé de rapprocher un petit peu, parce que je voudrais être tout à fait sûr que tu passes bien. Voilà, merci beaucoup. Je voudrais poser une autre question maintenant, qui est celle, mais peut-être la question des clins d'œil, et puis on abordera la question du cœur antique juste après. Est-ce que tu pourrais... il est beaucoup plus cohérent que je parle de ce que moi j'ai cru voir comme des clins d'œil, parce que je ne sais pas quelles étaient tes intentions, parce qu'il y a toujours la part du conscient et inconscient, et puis ben, c'est presque un rapport d'inconscient à inconscient, ou de conscient à inconscient entre l'auteur et le lecteur, ou les lectrices. Et c'est vrai que quand j'ai lu ton roman, pour moi, le cadre dans lequel ça se passait, j'ai perçu, bien que l'ambiance ne soit pas la même, hein, je le dis tout de suite, mais elle n'est pas la même du tout, mais il y a quand même quelque chose un petit peu de ce que l'on trouve dans La Montagne magique de Thomas Mann, et même de l'ambiance de La Mort à Venise, nous en parlions tout à l'heure hors caméra aussi, du même auteur, lorsque il y a dans un rêve de Yara, si mes souvenirs sont bons, voilà la référence à cette image d'un personnage dont elle se rapproche, je crois, et puis qui se retourne et qui montre qu'il est atteint par une maladie, la peste fatale. Donc ça m'a fait penser un petit peu à la Mort à Venise, et en particulier aussi au film qu'en a tiré Visconti, qui est une œuvre en soi, indépendamment du roman de Thomas Mann. Et puis alors il y a autre chose, ça c'est pour l'aspect, je dirais, un petit peu morbide, au sens littéral du terme. Il y a eu aussi un clin d'œil, me semble-t-il. Alors là, il faudrait que je retrouve la référence.
Alors là, page 83, quand à la fin du chapitre 11, d'ailleurs je ne sais même plus qui s'exprime, oui voilà, je trouve le mot mais je ne sais plus qui s'exprime à ce moment-là. C'est les radicalisés en fait. Voilà, c'est les radicalisés, ouais. Et puis ça, le chapitre, le chapitre se termine comme ça. Tu n'es plus une âme en peine, tu ne fais plus partie des bouffons, tu fais partie des vainqueurs, et Paris est à nous. Comme cette phrase se trouve tout à fait à la fin du chapitre, je me suis dit que c'est un moyen de mettre en évidence cette notion d'appropriation par rapport à une éventuelle frustration qui précède, puisque bon, on est chez les radicalisés, c'est ça, si mes souvenirs sont bons. Et alors j'ai pensé justement à cette dernière phrase qui se trouve tout à la fin du Père Goriot, quand, si mes souvenirs sont bons, parce que c'est une lecture qui monte à au moins 45 ans, donc voilà, donc ce sont des souvenirs très très lointains, lorsque Rastignac est seul présent lors de l'enterrement du Père Goriot, je crois que c'est à Montmartre, devant les deux carrosses des deux filles qui ne sont pas présentes, qu'on voit simplement leur carrosse mais vide du Père Goriot, donc c'est Madame de Nucingen et d'autre part la comtesse de Restaud. Voilà. Et il sort une phrase que je ne pourrais pas donner mot à mot, mais qui est pratiquement la même. Et Paris est... Maintenant, Paris... Je suis là où voilà, enfin, tu m'attends, enfin, quelque chose qui ressemble, et Paris est à nous. Voilà. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, consciemment ou inconsciemment, quelque chose du même type, même si le contexte n'est pas du tout le même, mais chez Rastignac, c'est vraiment dire, ah ben voilà, je suis éveillé à ce qu'est ce monde de brut, si je puis dire, où seuls comptent des intérêts, dans le cas de Rastignac, matériel, ce monde sans sentiment, et puis alors, à l'inverse, ici, quelqu'un qui prend quelque part la revanche d'un groupe social, peut-être, enfin, je ne sais pas si on peut le définir comme un groupe social, mais sur Paris, qui est la métropole, par rapport à des gens qui sont radicalisés, dont on peut supposer l'origine immigrée. Voilà, parce que Rastignac, c'est aussi quelqu'un qui est monté à Paris. Il n'est pas parisien au départ. Et ici, ce ne sont pas des Parisiens, ou sauf ce sont ils ont peut-être vécu à Paris, mais ils viennent d'ailleurs. Ce sont des déracinés dans les deux cas. Je ne sais pas. Ce sont nouveau des réflexions d'un lecteur quelconque. Peut-être quelqu'un, lorsqu'il lira ce roman, aura toute autre réflexion que les miennes, mais ici, c'est intéressant d'avoir un dialogue entre un ou une auteure et d'autre part un lecteur. Alors effectivement, c'est sûrement une réminiscence. Oui. Balzac, pour moi, je pense que c'est mon écrivain, romancier du 19e siècle préféré. Oui. Parce que chez lui, je dirais que je vais rebondir un peu sur tes questions. Oui. Chez lui, il y a le roman sociologique, il y a le roman initiatique, il y a le roman fantastique, il y a tout. Et effectivement, je pense que la problématique du jeune homme pauvre qui arrive dans Paris ou qui découvre Paris, capitale... la culture, des richesses, c'est un choc. Et ce choc, on peut le retrouver actuellement aussi au XXIe siècle, avec des gens comme Rachid, bon, qui a un prénom très connoté, mais ça pourrait être Paul, Jacques, etc. D'accord, voilà. Oui. Et effectivement, il y a cette idée, à un moment donné, on se retrouve dans la grande ville, et comment on arrive à s'intégrer dans la grande ville. Et c'est peut-être aussi quelque chose qui m'a préoccupée et qui est revenu dans le roman. C'est ça. Alors, autre question maintenant, elle concerne, je l'évoquais il y a quelques minutes, la question de cette référence à la littérature grecque, la littérature antique, au moins 2 reprises, peut-être plus, mais bon, je n'ai plus ça en tête, il est question du cœur. Alors, quelle est la fonction de ce cœur qui apparaît vraiment comme celle du cœur antique, que l'on peut voir chez les grands tragédiens du 5e et 4e siècle,
donc Sophocle, Échille, Euripide, et ça m'a fait vraiment penser, bon avec des nuances, hein, parce qu'entre Sophocle et Euripide, c'est pas du tout la fonction du cœur n'est pas la même chez ces auteurs, mais est-ce que le cœur, dans ce livre-ci, a un petit peu la même fonction? Quelle est cette fonction? Est-ce que c'est celle du cœur antique ou pas? Et alors il y a une deuxième question, c'est qu'il y a aussi une autre référence à la littérature grecque, c'est ce personnage qui est Charon, qui est celui qui fait passer dans les enfers d'une rive à l'autre ceux qui étaient des vivants précédemment et qui vont devenir des ombres, puisque à part les héros qui ont droit aux Champs-Élysées, dans la religion grecque, les autres sont destinés à devenir des ombres errantes. Justement, des ombres errantes. Or, le thème de l'ombre errante est vraiment au cœur de ton propos. Alors, quel est ce personnage? Mais de répondre d'abord à la première question, ce serait gentil, sur le cœur antique. D'accord, alors le cœur, c'est vrai que je dirais que le cœur correspond à une interrogation de l'écrivain, c'est-à-dire c'est comment matérialiser les influences qui se trouvent autour de nous. Donc c'est un problème formel qu'il a fallu que je résolve. Et donc j'ai pensé au cœur. J'ai pensé au cœur parce que le cœur, pour moi, dans le théâtre antique, a été un témoin, un personnage qui a aussi une conscience collective, qui a un métadiscours. Et donc cette forme plastique très souple m'a paru intéressante pour matérialiser un égrégore, un inconscient collectif, c'est ça. Une conscience collective qui peut aussi des fois paraître être un surmoi, qui peut aussi paraître émettre des jugements, mais qui est une présence surplombante. Et ça, pour moi, c'était important qu'il y ait des niveaux de réalité justement différents et qui soient matérialisés formellement dans le livre. C'est ça. Et donc ça se rapproche du cœur antique. Enfin, si je... Oui. Au moins en partie, Oui, d'après ce que tu viens de dire ici, c'est un peu la fonction du cœur antique. Voilà, sauf que bon, évidemment, là, c'est pas une tragédie, c'est un roman, voilà. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais enfin, il y a comment ce monde souterrain, donc c'est pour ça qu'il y a cette référence aux enfers quand même. Hein. Je rappelle que le mot enfer vient de infra en latin, qui veut dire en dessous de, donc c'est pas lié obligatoirement à la souffrance, les enfers, c'est lié à un monde souterrain, en fait. Hein. Est-ce que tu pourrais justement alors compléter ce que je te posais comme question à propos de Charon? Alors, et du Styx, enfin. Alors, Charon, je sais pas si vraiment là c'est plus de l'ordre de l'inconscient, je reviendrai plus sur les ombres errantes, les âmes errantes. Alors, premièrement, déjà le titre au départ devait s'appeler Les âmes errantes. Oui. Et je me suis aperçue que l'ethnopsychiatre Toby Nathan écrivait un livre sur la jeunesse perdue, qu'il a appelé les âmes errantes. Alors, les âmes errantes, on s'aperçoit quand on creuse un petit peu le sujet, même si on ne s'intéresse pas du tout à l'ésotérisme, que c'est un thème qui revient dans beaucoup de cultures. Ce sont les gens qui sont morts de façon violente, qui ont été assassinés, qui ont péri sur des champs de bataille, qui se sont suicidés. Et dans beaucoup de cultures, on croit finalement qu'ils n'ont pas réussi à passer de l'autre côté, donc ils restent, ils stagnent, comme de l'eau qui stagne dans les marais, et peuvent aussi avoir une certaine capacité de nuisance. C'est ça. Et ce thème des âmes errantes est venu se greffer avec l'actualité des attentats, en voyant les couronnes sur les trottoirs, en voyant les ex-voto, sortes d'ex-voto. Moi, j'ai repensé finalement à ce thème des âmes errantes, qui sont devenus après des corps fantômes, parce que mon livre se veut positif. Corps fantôme, c'est un oxymore, donc il y a un dépassement de la mort et un dépassement des inquiétudes qui peuvent être liées à la mort. Quand tu parles que âme errante, ça fait référence à des morts violentes, est-ce qu'il y a, parce que je pensais du coup,
voilà, donc je fonctionne un petit peu par association d'idées dans le cadre de cet entretien, donc il y a une part d'improvisation, bien sûr. Je pensais aussi à tous ces personnages que Virgile présente à Dante dans la Divine Comédie, où chaque fois il y a une explication à propos de gens qui sont morts de mort violente, des personnages exécutés qui ont été assassinés. Voilà. Est-ce qu'il y a aussi une référence à cela? Parce que la notion donc de... Parce que là c'est vraiment, il y a aussi des morts violentes. Tout à fait. Mais là il n'y a pas de connotation moralisante. Là, parce que c'est ça. En fait chez Dante il y a quand même les cercles de l'enfer. Oui, mais on remonte donc vers la lumière, vers le paradis quand même, hein, dans les trois... Mais là, il n'y a pas de châtiment. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont coincées. Des personnes qui sont coincées entre ciel et terre. C'est ça, d'accord. On dit les choses de façon un peu simple. Tout à fait. Tout à fait. Il y a pas, en fait, il n'y a pas l'idée que ça y est, ils vont subir des tourments, des tortures, etc. Tout à fait. Je vais peut-être lire justement à ce moment-ci, puisque tu parlais d'âmes errantes et de corps fantômes et de l'origine du titre que tu avais finalement choisi pour les raisons que tu viens d'expliquer. Je vais peut-être lire le moment où apparaît le terme éponyme, si je puis dire, le terme qui a donné le titre au livre. Alors c'est page 138. Voilà. Je le lis, alors je ne sais plus qui s'exprime, enfin, en tout cas, à la fin, il est dit non. Bon, alors je reprends peut-être ce qui précède, mais je ne sais plus qui s'exprime, tu sais, j'ai oublié. Je pense que c'est Hermine qui parle à Yara. Et puis à la voix. C'est Hermine qui parle à Yara. Voilà. Et puis alors, ça se termine comme ceci. Tu iras là où on t'appelle. Oui, je crois que ça me paraît logique que ce soit Hermine qui s'exprime. C'est Hermine qui s'exprime en fait. Donc celle qui transmet le nom à Yara. Voilà. Et alors Hermine, donc cette aristocrate bretonne dont tu parlais tout à l'heure, dit ceci: tu iras là où on t'appellera avec ta sensibilité et tu n'auras pas le choix. C'est déjà intéressant, il y a une sorte presque de prédestination. Alors c'est Yara qui répond: on a toujours le choix. Donc c'est l'opposition entre une sorte de prédestination, de déterminisme et d'autre part de la liberté. Et puis alors Hermine lui répond: non, non, et encore moins avec les âmes errantes. Elle cherche un être à envahir, et ceci est mis entre guillemets, selon la formule d'Henri Michaud, car ce sont des corps fantômes. Elles ont la nostalgie de leur être de chair et du monde clos terrestre, etc. Voilà. Donc c'est pour un peu expliquer, non pas le titre lui-même, mais la thématique en tout cas du livre. Parce que le titre, tu as expliqué que c'est pour des raisons qui sont liées à la publication du livre de Toby Nathan, quand même. Ouais. Donc là, c'est un petit peu contingent et lié aux circonstances du monde de l'édition. Tandis qu'ici, il y a une explication. Tu expliques en fait le lien entre d'une part les âmes errantes et d'autre part les corps fantômes. On voit le lien entre les deux. Alors maintenant, on arrive tout doucement à la fin de cet entretien. Tu as évoqué tout à l'heure en début d'entretien le fait que tu étais en cours de préparer en tout cas autre chose, si j'ai bien compris. Mais ce qui m'intéresserait ici, c'est de savoir si tu pourrais envisager, le cas échéant, si les circonstances s'y prêtent et des rencontres pourraient se faire, est-ce que tu pourrais imaginer que cela ait une suite de type cinématographique? Parce que moi, je me rappelais quand même, quand j'ai lu le roman, je trouvais que ça pouvait être mis en scène et que ça pouvait être vu, non pas par un public très restreint, voilà, qui s'intéresserait à l'ésotérisme, mais je trouvais qu'il y avait matière pour en faire, comment dirais-je, un film à succès. Voilà, parce que c'est très prenant et je trouve que c'est des thématiques très riches, mais qui me semblent tout à fait accessibles au grand public et non pas un public de quelques initiés. En tout cas, j'écris toujours de façon très visuelle. Oui. Tu posais la question tout à l'heure un petit peu comment j'écrivais. Oui. Effectivement, il y a toujours au départ, il y a toujours une image
une image qui est une matrice, qui après va s'amplifier, qui va se décliner dans le roman. Oui. Donc je pense que en fait, je serais très heureuse si ce livre était adapté au cinéma. Après, tout ça, c'est une rencontre. C'est inconscient, Oui, bien une sûr. rencontre d'artistes. Bien sûr. Mais c'est de l'ordre de l'imaginable, indépendamment de l'opportunité de pouvoir en donner une suite cinématographique. L'idée, c'est toujours pareil. C'est comme je disais, mon propos, c'est comme de faire réfléchir un petit peu sur des problèmes de société et puis des problèmes plus philosophiques. Et effectivement, quand un livre est adapté au cinéma, je dirais qu'on a un public plus large, on peut finalement peut-être encore plus faire réfléchir, toucher des gens. Et puis c'est vrai que ça pourrait être de très beaux rôles pour des personnes aussi âgées, puisque les actrices souvent se plaignent justement qu'à un moment donné on leur propose plus de rôles. Oui. Donc je pense que par exemple Hermine de la Vallée, ce sera un super rôle. En plus c'est une belle femme, elle est excentrique, elle fait un peu ce qu'elle veut. Je pense que... Et puis évidemment les jeunes gens... Ce serait assez génial pour des jeunes acteurs aussi. Alors, mais je me demande si ça ne vaudrait pas la peine que tu lises justement un extrait d'un chœur, justement, de la page 131 ou 131. Et la suite aussi, parce que quand même, là, tu fais référence aux Survilles. Enfin, je trouve que ce serait intéressant, peut-être, je vais lire l'extrait du chœur. Ouais. Du chœur, ce serait peut-être bien, je trouve. Le chœur. Les événements se présentent à toi, Yara. Ton seul pouvoir est de les accepter ou de les nier. Nous sommes satisfaits de constater que tu les acceptes. Chaque personne possède une fréquence vibratoire, une signature sonore, que nous pouvons percevoir un peu comme une octave sur le clavier d'un piano. Les longueurs d'onde émises par ton cerveau sont compatibles avec les nôtres. Il n'y a rien de magique, selon nous, à constater que les cerveaux humains sont distincts. C'est un fait. Seuls quelques-uns sont perméables à nos messages. C'est le cas du tien. C'est difficile à expliquer. Sur cette terre, les êtres humains peuvent être comparés à des pantins, composés de molécules en vibration portées par des bactéries qui leur survivront. Depuis qu'elle avait empêché Henriette de se suicider et que ses facultés sensorielles s'étaient aiguisées, Yara avait conscience que le séjour terrestre était un passage très court et qu'il fallait le remplir avec les plus hautes valeurs possibles de compassion et d'espérance, en l'existence d'un autre plan d'existence. Elle essayait de parler aux pensionnaires, non du salut de leur âme, mais de la survie de leur conscience. Chaque nuit, elle accomplissait ses gardes avec une foi renouvelée en ses facultés de passeuse d'âme. Elle ne s'appesantissait plus sur les remarques malveillantes des cousines Jeanne et Blondie ou sur les jérémiades de Lionel. Celle-ci se plaignait qu'on lui chipait les caramels qui lui servaient à fixer son dentier. Et elle lui réclamait un fauteuil roulant parce qu'elle ne voulait plus marcher. Un grand merci. Je propose que nous terminions notre entretien avec la lecture de cet extrait. Je vais montrer à nouveau ton roman à l'objectif de la caméra. Donc, le livre s'intitule Corps fantôme. Il s'agit bien d'un roman, qui apparaît d'ailleurs dans le sous-titre, de Fabienne Leloup, chez Ramsay. Et alors, ça a paru en mars ou en février ? En mars. En mars 2019. Donc il y a pas si longtemps que ça, puisque nous sommes le 2 mai aujourd'hui, donc il y a un mois et demi. Un mois et demi. Donc c'est un ouvrage tout récent dont je vous conseille évidemment. Je ne suis pas masochiste. Donc vivement la lecture. Vivement la lecture. Vraiment, ça nous plonge dans un univers qui nous coupe vraiment de la réalité. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de nos contemporains n'ont pas besoin de se réfugier dans un univers fantastique, mais ça fait quand même du bien d'être dans un univers qui nous fait réfléchir quand même à beaucoup de choses, et qui sont importantes, comme Fabienne l'a dit tout à l'heure, par rapport à toute une série de réflexions que l'on peut avoir par rapport aux neurosciences, par rapport à la psychanalyse, par rapport
à la parapsychologie également, et alors on est plongé vraiment dans l'actualité, d'une part avec pas un EHPAD, mais enfin dans cette maison de retraite, et d'autre part donc avec le radicalisme politique et religieux. J'ai dit.